Suite de la vidéo, il y a une fenêtre qui s'est ouverte que j'ai voulu fermer, puis bêtement j'ai appuyé sur le bouton et j'ai eu la flemme de recommencer. Donc vous ferez la suite, hein. Si ça vous branche pas, bah, vous regarderez que la première partie. Donc on en arrive, donc je continue l'histoire. Donc cette jeune femme en fait s'est révélée extraordinaire dès la première heure. C'est-à-dire que c'était vraiment quelqu'un qui n'hésitait pas une seconde, qui captait tout de suite, qui fonçait dans l'action, mais une action toujours réfléchie, intelligente. C'est-à-dire le principe de ce que j'appelle l'action immédiate, qui est un thème sur lequel j'ai animé beaucoup de séminaires, puisque en fait, lorsqu'on est quelqu'un vraiment de structuré, on sait que le fait de faire reculer une action, il n'y a rien de pire en fait, parce que on va avoir une tendance tout à fait naturelle à reporter quelque chose qui nous enquiquine, ce qui veut dire qu'en fait on va se retrouver avec deux choses. Premièrement, l'action à faire en tant que telle, et deuxièmement, le fait qu'on pense qu'il va falloir qu'on la fasse, d'accord? Ce qui fait deux mots, au lieu de s'en débarrasser immédiatement. Et elle était comme ça, comme moi, c'est-à-dire que face à quelque chose, elle avait l'esprit de synthèse, c'est quelqu'un qui n'hésitait absolument pas à agir et qui était d'une précision extraordinaire. J'ai jamais eu à la recadrer de quelque manière que ce soit. Et quand l'équipe s'est constituée avec d'autres que j'avais très très bien recrutés à une exception près, à un moment je leur ai dit à tous, écoutez, vous êtes de plus en plus nombreux. Moi, j'ai pas du tout, je déteste le dirigisme comme vous le savez. J'ai apprécié le fait que vous organisiez vous-même dans vos heures de travail, c'est-à-dire que je ne donnais pas d'horaire. Je disais, vous vous débrouillez, il y a des objectifs à faire, vous les faites comme vous le sentez, et surtout, voilà, si vous habitez loin, que vous voulez arriver à 11 h du matin, je m'en fiche. Partirez plus tard. Et puis à la limite, si vous travaillez 4 heures et en 4 heures vous obtenez exactement ce que je veux, bah, ça me suffit. Je m'en fiche que vous soyez là 8 heures ou 4 heures, c'est pas ça l'important. L'important c'est que ça marche, quoi. Et donc, on en arrive en fait à cette chose qui est pour moi essentielle, mais essentielle quand on veut faire des belles choses dans sa vie et quand on aime le souci de l'excellence, c'est ce que j'appelle l'exigence. L'exigence, c'est par exemple ce que j'avais moi vis-à-vis de mes clients, c'est-à-dire on signe un contrat, il faut respecter ce contrat, il faut leur donner le maximum. Le maximum, ça ne veut pas dire céder à leur caprice, ça ne veut pas dire leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Je disais souvent à mes clients que je n'étais pas d'accord avec ce qu'ils me disaient parce qu'ils n'étaient pas dans leur domaine de compétence. Et donc s'ils faisaient appel à un professionnel extérieur, il fallait apprendre à respecter cette compétence. Moi, quand je faisais du recrutement, je leur disais, le coup de la shortlist avec 3 candidats, c'est non. Non, c'est une habitude anglo-saxonne qui est stupide. Si dans la vie, vous cherchez votre femme, votre moitié, hein, d'accord, vous n'allez pas en convoquer 3. Non, vous attendez le coup de foudre. Eh ben, c'est pareil en recrutement. Et je suis arrivé donc à faire en sorte que énormément de clients sortent des sentiers battus et me fassent confiance. Et ça marchait quasiment tout le temps, en fait. Donc voilà, l'exigence, c'est d'abord de se dire le sens de la parole donnée, le respect du contrat, le respect du client, le respect de valeurs qui sont les miennes, le fait de travailler avec des bons et que avec des bons, c'est-à-dire de refuser de perdre du temps avec des gens qui, quand vous leur apportez un problème, vous en rapportent un nouveau. Ça, j'ai eu aussi. Et c'est destructeur. Vraiment, c'est destructeur. Le fait d'accepter de ne pas vouloir contrôler l'autre. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire de faire confiance à l'autre. Moi, dans toutes les actions que j'ai faites sur le plan managérial, le fait de s'être entouré de bons, voire d'excellents, m'a permis, après leur avoir expliqué exactement comment ça fonctionnait une boîte et quels étaient les paramètres et comment on définissait des objectifs et comment on faisait bouger ces objectifs en fonction de paramètres qui bougeaient. Et en gros, pourquoi on était là, c'était quoi le sens de l'aventure. Ça, si vous ne faites pas partager, c'est-à-dire le voyage aux gens, si vous n'expliquez pas comment c'est dans votre tête, ils ne peuvent pas se mettre à votre place. Et donc, tout naturellement, si vous leur donnez après des marques de confiance appuyées et constantes sur le temps, les gens voient que vous leur faites une confiance immense et se dépassent collectivement et individuellement, à la fois pour vous, c'est-à-dire pour ma pomme, mais pour nous tous. Okay, et moi, c'est comme ça, à mon avis, qu'on réussit de très grandes choses, à la fois dans une entreprise et dans ce qu'on appelle la créativité, c'est-à-dire dans les arts ou dans les artisanats. Voilà.
Voilà ce que c'est que pour moi le véritable management. Et vous comprenez que c'est exactement le contraire de tout ce qu'on nous enseigne et de tout ce qui est appliqué. Et c'est ce qui explique le fait qu'il y a autant de gens qui soient aussi mal managés, aussi malheureux dans leur job, aussi mal dans leur service, parce qu'ils ont affaire à des capots, quoi, qui obéissent à une logique de vassalisation. Or, chez nous, ça ne marche pas comme ça. La culture française, c'est pas ça du tout. Ça, c'est la culture anglo-saxonne, qui est une culture de conquérants violents. La culture française est une culture de pyramide. En clair, c'est le roi, l'église, qui est un peu l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler le... Ouais, c'est l'actionnariat ou le comité exécutif. Il y a ce qu'on appelle la direction opérationnelle, qui sera la noblesse, et le bas, c'est le peuple, hein, le tiers-état, qui est dans l'action. Okay, et comme dans l'exemple que je vous cite de l'Ancien Régime, le roi doit des comptes au peuple et respecte ça. Tous les bons rois de France que nous avons eus respectaient cet adage. C'est-à-dire qu'ils sont placés par Dieu pour faire en sorte que le petit peuple soit le moins malheureux possible et partage un certain nombre de valeurs qui fondent le ciment d'une nation. Et bien on va retrouver dans des entreprises françaises, je pense notamment à des entreprises de type PME provinciale, avec lesquelles j'ai pu collaborer pendant de très nombreuses années, parce que j'adorais cette culture de PME en province. Je pense notamment à une dans la région de Normandie. On va retrouver ça, c'est-à-dire un patron qui vient d'une origine, d'une famille catholique, avec toutes les valeurs nobles du catholicisme, qui met un point d'honneur à apporter du bien-être à son personnel, qui donc connaît individuellement chacun jusqu'à la toute petite stagiaire, qui certes est dans le bateau pour faire du business, ça c'est clair, mais pour qui la valeur humaine est tout sauf une ressource. D'accord ? Là, on est dans la ressource humaine, on est vraiment dans l'anglo-saxon pur et dur, et la greffe a extrêmement mal pris en France, parce que la culture anglo-saxonne est rigoureusement antinomique par rapport à la nôtre. Ce qui fait que tous nos dirigeants, tous nos politiciens, tous nos médias, tout le sommet qui est allé se vendre aux anglo-saxons, qui ont fait des MBA, qui ont fait des études à Harvard, des trucs comme ça, ont ramené dans ce pays, la France, dont ils vendent les biens à en veux-tu, en voilà, qui se soumettent à des autorités étrangères financières, ont fait ce qui s'appelle une trahison absolue de leur pays. C'est-à-dire que pour un certain nombre d'entre eux, ils ont hérité de leurs parents. Je pense par exemple au groupe Lagardère. Lagardère père, le père qui est décédé, était un véritable capitaine d'industrie. Ça, c'est un homme que je respecte beaucoup, parce qu'il est arrivé à faire d'une entreprise de taille moyenne, il a pris des décisions stratégiques majeures qui se sont révélées extrêmement bonnes pour le capitalisme français. Il n'a pas vendu et ouvert son capital à trop d'intérêts étrangers. Il a fait des bons choix stratégiques et industriels en temps et en heure, sans être absolument obnubilé par cette question du rendement du dividende, qui est une histoire à très court terme. Et il a cédé, de fait, un groupe en très bonne santé financière et économique à son fils Arnaud, qui, reprenant le truc, s'est fait littéralement lobotomiser par des cabinets conseils anglo-saxons qui lui ont conseillé de faire de la diversité et d'investir dans des tas de trucs, tout ça pour gagner de la thune et en faire gagner aux actionnaires. Le fils a tué l'empire du père, littéralement. Et ce que je vous raconte pour Lagardère, c'est également valable pour des tas de trucs comme par exemple, Gallimard. Gallimard, la maison d'édition Gallimard, la maison qui éditait Marcel Proust, qui est une maison prestigieuse, c'est la culture de la France quand même à la base, aujourd'hui on est arrivé à s'être vendu à BHL, quoi. Et Gallimard et les autres n'ont absolument plus rien à voir avec ce que c'était autrefois, c'est même devenu le contraire. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'éditent pas encore de bons livres, il y en a forcément au catalogue, même des très bons, moins en moins je trouve. Et en tout cas, ce que moi je peux constater, c'est que ceux qui mettent en avant, c'est certainement les plus mauvais. Angot, Yann Moix, des gens comme ça, quoi. Même Bec BD, je trouve que c'est un écrivain tout à fait secondaire. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas bon. C'est un parisianiste de Saint-Germain-des-Prés qui écrit pour les Bourges,
les bourges bobos et de gauche et que quoi. Mais sinon, il intéresse personne d'autre. Et il n'a rien à dire de son époque. Il ne parle que de son nombril et de son petit quartier à lui. Le reste s'intéresse pas. Il s'intéresse pas au monde de Big BD. Donc ça reste un écrivain pas mauvais, sans importance et qui ne survivra absolument pas à son époque. Voilà, point barre. Ah, l'exigence. L'exigence, on l'est avec soi, il faut l'être avec les autres aussi. Et il ne faut pas se laisser, quand on veut faire de grandes choses, il ne faut pas se laisser polluer. Parce que on est dans un monde où il n'y a pas que des bons. Il y a plein de premiers ex-aequo, il y a plein de créatifs géniaux. Moi, les créatifs qui m'ont repéré et qui ont fait des trucs pour moi ou avec moi, je ne suis pas leur chef. Hein. C'est eux qui ont été inspirés par moi, c'est eux qui sont venus me trouver. Ils ont fait des œuvres magnifiques et je sais qu'il va y en avoir d'autres. Voilà, je les mets à mon niveau. Et c'est pas un hasard si on collabore ensemble. Et si on a des tas de projets dont on va vous faire partager et qui, vous allez voir, vont vraiment mettre la barre très très haut, hein, à 18 sur 20. Parce que c'est comme ça. Alors évidemment, pour des gens qui ne sont pas sur ce niveau d'exigence et qui sont dans ce qu'on appelle le 10 ou 12 sur 20, affirmer ça, c'est insupportable à entendre. Insupportable. Ils vous disent tout de suite que vous avez le melon. Mais de toute façon, peu importe leur avis, nous ne travaillons pas pour eux. C'est évident, moi je n'écris pas pour eux. Mon public est un public nécessairement excellent, très exigeant. Moi j'ai pas du tout envie de vous faire des romans bons sans plus, quoi. Non, moi j'ai envie de faire le meilleur roman de l'année, tout simplement. Et je l'affirme. Et si j'ai des retours de gens qui me disent c'est le meilleur bouquin que j'ai lu depuis des années, bah je dis ouais, chouette. Je dis pas youpi, pas vive moi, non, je dis juste voilà, j'ai atteint ce que je voulais. Tout simplement. Tout simplement. Bon. Donc soyons exigeants dans la vie. Soyons exigeants, ne laissons pas ceux qui ne veulent pas aller là où nous vont aller nous atteindre, parce que leur jugement, hein, ils y vont. Hein, on leur demande rien, mais ils s'expriment à tout bout de champ, ils mettent des jugements quand même. Vous vous souvenez hier la vidéo, hein? Y a des gens qui ne supportent pas, parce qu'ils sont dans les dogmes, que je m'exprime à propos des religions et de la spiritualité. J'en suis à un point bien supérieur au leur. Je pense à un notamment, c'est pas le seul. Il y a eu hier un passage, c'est un d'entre vous qui me l'a fait remarquer, très amusant, où je disais que depuis le début, les chrétiens se faisaient avoir. Et à ce moment-là, la chat light, hein, la lumière, est passée de gauche à droite. Vous voyez le truc? Je ne l'avais pas repéré, moi, parce que j'étais en train de vous parler. La lumière passe à ce moment-là. Et quand j'ai clos ce petit chapitre-là, elle est repassée dans l'autre sens. J'ai eu un commentateur qui, pour la 3e fois consécutive, je lui conseille de ne pas récidiver. S'il récidive une 4e fois, à me faire la leçon et à vouloir me ramener, lui qui en sait moins que moi, en dessous, il sera, comme l'exige la charte de ses commentateurs, il sera banni de commentaires, même s'il est très sympathique et même s'il a écrit des choses très sympathiques auparavant. Je ne veux pas, c'est simple, être corrigé en public par des gens qui n'ont pas atteint mon niveau. Moi, je suis là pour élever les gens, je ne suis pas là pour entendre ou lire des leçons de gens qui n'en sont pas là où j'en suis. D'accord? C'est clair pourtant. Et j'ai beau dire ces choses-là, les dire, les redire, les re-redire, les répéter. Il y en a, mais ils s'en foutent complètement, quoi. Vous dites, je ne veux pas que vous m'envoyiez de vidéos, les partager en masse, je ne veux pas. Ils le font quand même. Ah tiens Christophe, je sais que tu n'aimes pas quand on voit des vidéos, mais j'ai quand même pensé que ça serait intéressant que tu regardes celle-ci. Arrête de penser à ma place, je ne t'ai rien demandé. Ta vidéo, tu te la gardes. Pareil avec les textes, pareil avec des trucs comme ça. Arrêtez de vous faire les petits télégraphistes, je ne sais quoi, je ne l'ouvre pas vos trucs, ça ne m'intéresse pas. Je suis suffisamment grand pour être capable de trouver sur le net ce qui me branche. D'accord? Il y a ça, il y a les... Oui Christophe, qu'est-ce que tu penses de... Alors que c'est déjà dit, il suffit de chercher, et puis je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Les Christophe, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Alors que je fais tout, et je l'ai dit 20 fois ça, pour dire à chacun la solution est en vous. Ne prenez personne comme étant un maître, un gourou, un guide spirituel ou je ne sais quoi. Tout est en vous. Donc les questions,
Vous pouvez me les poser, je n'y répondrai pas. C'est simple. Je fais suffisamment sur ces vidéos et par écrit pour en plus me laisser polluer. C'est le mot, polluer, par des gens comme ça. Cet état de fatigue qui est encore là, que je vous décrivais, et qui fait que je vais rester plusieurs jours dans ce jardin ensoleillé où je suis extrêmement bien et où je dors comme un pacha, est dû notamment à ça, c'est-à-dire à la recrudescence, à la multiplication de ce type d'intrusion. C'est de l'intrusion, vraiment, vraiment. C'est intrusif que d'aller chercher quelqu'un pour lui demander des trucs qu'il n'a pas à vous donner. Ça s'appelle de l'intrusion, ni plus ni moins. Et que vous soyez avec une bonne intention ou pas, n'y change strictement rien. Rien du tout. Il y a des gens qui prennent mes pages Facebook comme étant des outils de diffusion massive. Autant vous dire que j'ai installé d'entrée de jeu des filtres qui fait que leurs vidéos pourries, où on voit des gens qui se filment raconter des conneries face caméra, des conneries sur des sujets dont on ne parlera plus dans un mois, ok, des trucs de l'autopromotion. Vous voulez vous autopromouvoir, mes enfants, vous n'avez qu'à faire comme moi, vous faites des pages, et vous créez votre propre public. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on en voit comme truc, des machins politiques. Alors, sur la page Neom, par exemple, je fais un truc sur le bouquin en expliquant l'esprit, etc. Et j'ai un commentateur qui ne peut pas s'empêcher de me foutre en commentaire sur un sujet majeur, quoi. Les conneries sur les gilets jaunes d'hier. Mais c'est quoi le rapport? Je te mets à 5 et toi tu nous redescends rasemote. Non, non et non. Non, les commentaires ne sont pas faits pour faire la pub du RIC de monsieur Étienne Chouard, qui est un truc que j'ai déjà défini, démonstration à l'appui, comme malheureusement foireux dans les faits, même si l'intention est bonne. Je ne suis pas là pour faire votre promo de trucs que j'estime être foireux. Ce n'est pas mon job. Donc arrêtez de prendre mes pages pour votre organe de diffusion. C'est complètement infantilisant ça. Et encore une fois, c'est intrusif et chronophage. J'ai fait cette vidéo pour notre chère Farida Belgoul. J'ai vu que ça a été extrêmement soutenu, qu'on lui a donné collectivement beaucoup de belles énergies, qu'elle est très heureuse de ce qui se passe. Elle a créé une cagnotte, sachez-le, avec un objectif de 6 000 € pour pouvoir couvrir ses frais d'avocat et d'huissier, parce que sinon elle va lui aller de sa poche, et elle n'a évidemment pas les moyens compte tenu de son salaire. On a déjà récolté presque 51% de la somme en 24 heures. C'est un merveilleux élan de générosité. Et là, on parle de dons. Et j'ai quelqu'un qui me demande, sur mon groupe Neom, en commentaire d'un truc sur le fond même de ce projet immense, de relayer une vidéo de soutien destinée aux gilets jaunes de Farida. Mais un, c'est pas l'endroit. Deux, j'ai déjà fait mon écho. Cette vidéo a été vue 18 000 fois. Farida m'est extrêmement reconnaissante. Elle m'a fait un renvoi d'ascenseur super, sans que je lui demande rien. Arrêtez de vous mettre à la place des autres, quoi. Arrêtez de demander à l'autre de faire ce que vous faites. Vous devriez faire vous. C'est infantilisant. Et encore une fois, ça me saoule. Ça me saoule. Ça me bouffe du temps pour enlever vos merdes. C'est dingue ça. C'est simple à comprendre pourtant. Ben non, il y en a plein qui ne comprennent pas. Bon, fort heureusement, avec mon aptitude à faire du ménage tous les jours, c'est de moins en moins le cas. De moins en moins. Je passais un temps fou avant à faire du nettoyage. 1 heure, c'est devenu 10 minutes. Donc ça va, ça progresse. C'est ça qu'il faut. C'est pas être dans le règne de la quantité, à se dire j'en veux de plus en plus, c'est pas du tout ça le but. Non, je veux c'est la qualité. Et avec cette recherche qualitative, demain, le groupe, ma chaîne YouTube, va, ça y est, dépasser le cap des 50 000 abonnés. Demain, c'est le faire. On en est à 49 800, j'ai vu. 49 900. Donc il en manque encore 100. Donc demain, c'est fait. Neom va demain dépasser les 400 exemplaires papier vendus. On en est à 375 il y a une demi-heure. Donc vous voyez, même en mettant la barre très haut, on peut arriver à des scores assez impressionnants. C'est comme ça. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon, allez, je vais terminer un petit rapidos sur Canary 5. Bon, Canary 5, évidemment, recrudescence de violences policières. Ça, c'était attendu, on y a eu droit.
il y a eu une recrudescence 2 jours avant des violences policières contre des lycéens. Il y a des tas de trucs qui ont été filmés où on voit des flics se mettre à balancer du gaz hyper dégueu sur des gens qui sont en train de chanter. D'accord ? On voit des trucs vraiment scandaleux. Et je crois que la dispersion des manifestants sur les Champs-Élysées a été particulièrement insupportable. Ils n'ont jamais autant gazé les gens, quoi. Donc il y a ça. Donc ça veut dire que l'égrégore violent continue. Évidemment, ça excite davantage. J'ai vu qu'il y avait un syndicat de policiers, pareil, il joue très bien la partition de Soros et des sionistes, qui avait décidé de créer un mouvement de ras-le-bol. Les policiers en ont marre, quoi, en clair. Donc, les policiers, à leur tour, vont se mêler, un syndicat de policiers, aux manifestants, ce qui arrange extrêmement bien l'oligarchie dont le but, c'est de créer le chaos et la zizanie au sein du village Astérix. Et je termine sur un truc que j'ai vu, extrêmement inquiétant, qui est à mon avis l'image la plus forte de ce qui s'est passé hier. Ça s'est passé, figurez-vous, ça a été relayé par aucun média. Sur les Champs-Élysées, se sont joints aux manifestants 5 femmes. 5 Canaries 5, hein, d'accord ? En rouge. Rouge sang, rouge éclairage des Champs-Élysées. Qui étaient en face de l'Arc de Triomphe, en rouge sang, le visage blême comme des scalpels. Si c'est pas un avertissement pour la semaine suivante, je ne sais pas comment comprendre la présence de ces 5 femmes. Voilà à mon avis l'image la plus importante que j'ai vue hier de toutes ces manifestations. Et je la mets donc à votre connaissance. Cherchez, hein, vous la trouverez. Alors, c'est un anglo-saxon qui a trouvé ça et qui a fait une petite vidéo que j'ai regardée très rapidement. Je termine sur une note humoristique. Le vendu de RMC, l'infectissime Jean-Jacques Bourrin, ce type qui passe son temps à faire de l'autoritarisme et du bourrage de crâne et qui est violent dans la manière dont il s'exprime, a eu la bonne idée, quand je vous dis que les médias sont aux as, ils jouent hyper mal en ce moment. Il a fait un sondage pour demander, alors, est-ce que vous pensez que les journalistes disent la vérité, vous manipulent, Il a lancé ça. Résultat des courses, il s'est pris un 91% de oui dans la tronche. Oui, vous mentez, oui, vous êtes des manipulateurs, oui, on vous déteste. Plus une avalanche, je crois que c'était sur Twitter, ou Facebook, je ne sais plus, de messages, mais d'une violence et d'une virulence, notamment contre lui, en l'accusant nommément d'être pro-Israël, pro-sioniste, d'être invendu, de mentir en permanence, de cacher les choses, de prendre les gens pour des cons, d'être trop payé, etc. Il s'est fait, mais laminer. Alors, il est possible que ce truc-là soit fait pour, encore une fois, exciter les gens. Ça, c'est pas impossible, d'accord ? C'est-à-dire qu'on peut aussi dire à la limite, ouais, chouette, mais peut-être que ça fait partie de leur plan machiavélique. De même que quand on envoie à la télévision une députée LREM qui fait la gourdasse quand on lui demande le prix d'une baguette et qu'elle répond complètement à côté ou qu'elle répond qu'elle ne sait pas, moi, je pense que c'est fait exprès. C'est fait exprès pour exciter les gens, se dire, mais ils se foutent de notre gueule ! Et donc, ça excite encore le truc, ok ? Pour arriver à samedi prochain, dont, je pense, nous reparlerons en temps et en heure. Nous verrons. Je ne veux pas faire les Cassandres, je n'ai pas envie qu'il se passe ce que j'ai dit. Voilà, j'ai pris mes responsabilités, j'ai prévenu, j'ai fait de mon mieux, ça a donné ce que ça a donné en retour. Vous savez, hein, qu'est-ce que ça peut me faire, moi, qu'on m'insulte ? Rien de chez rien. Voilà, bon, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je pense qu'aujourd'hui, je vais me contenter d'aller poster ces 2 vidéos, d'accepter les très nombreuses personnes qui me demandent d'une adhésion dans mes 2 groupes, Christophe Cross-Houplon, writer, et Neom Christophe Cross-Houplon. J'ai vu, alors je lui ai écrit, que... qu'est-ce que j'ai été touché de ça, Xavier Zulawski, c'est le fils du cinéaste Andrzej Zulawski et de l'actrice Sophie Marceau. Je les aime énormément tous les 2. Je suis un très grand admirateur du cinéma et de la littérature de son père, que je considère comme un pur génie, un génie visionnaire, ce qui est quelqu'un, Zulawski, dont les films m'ont vraiment changé.
Je les ai découverts quand j'étais post-ado, vers 17 ans, 17-18 ans. L'importance est d'aimer, possession, l'amour braque, la fidélité. Pour moi, ce sont des œuvres absolument majeures. Et il se trouve que j'ai eu l'occasion d'un tête-à-tête un jour avec Andrzej Zulawski. Et ce tête-à-tête fut une rencontre humainement magnifique. Et puis la maman de Xavier, j'ai eu une rencontre également en tête-à-tête un matin très très tôt dans un bar juste à côté de chez moi dans le premier. Elle tournait son premier film de réalisatrice, c'est-à-dire un long métrage, et elle était à son petit jus, quoi, en train de regarder son script, et on a discuté 5 minutes. Elle avait été mais adorable, adorable. Elle est belle comme tout, c'est une femme qui a, je trouve, beaucoup de droiture, qui a du charisme, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui a un talent pas possible, qui est souvent mal exploité, je trouve, dans des films qui ne sont pas dignes d'elle. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est quelqu'un que je respecte, que j'apprécie beaucoup, que je suis depuis que je suis ado, parce que moi, la Boom, quoi, j'avais 15 ans quand la Boom est sortie, et j'ai vu l'éclosion de cette toute jeune actrice. Quand elle a fait son premier film avec Zulawski, elle avait juste 18 ans, L'amour braque, c'était hallucinant, quoi, ce qu'il lui a fait faire. Sa performance est démente. Et ensuite, elle avait ripé avec Maurice Pialat sur un tournage qui était très très mal passé pour elle, aux côtés de Gérard Depardieu dans un superbe film qui s'appelle Police. Peu importe l'ambiance sur le tournage, la prestation de la demoiselle était absolument magistrale, quoi. Donc voilà, je suis très content d'accueillir Xavier dans le groupe autour de mes écrits. Et je serai toujours un grand défenseur de la mémoire de son père, qui est un très 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 grand artiste. À très bientôt.